Merci, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs. Merci de m'avoir invité à participer à ces travaux dont le menu est extrêmement alléchant. Laissez-moi d'abord vous avouer que je suis très intimidé devant un tel parterre d'éminences spécialistes, avec la tâche de surcroît de porter un regard extérieur sur le Maroc et le Maghreb dans la géostratégie mondiale. Mais comme Français, méditerranéen et marin, je ne sais pas si mon regard pourra vraiment être un regard extérieur, tant j'ai côtoyé en voisin proche votre grand pays et le Maghreb. Mais comme j'ai le privilège de commencer, je vais pouvoir me donner à un de mes travers les idées générales. Et donc je vais vous servir quelques idées générales en observant que la trame de ce séminaire est l'approche géographique. Je vais vous proposer une approche de la géographie du monde à venir et essayer de déterminer la place de notre espace régional euro-maghrébin dans ce monde. J'ai intitulé ma contribution pour une solidarité stratégique euro-maghrébine dans un monde globalisé, et je vous propose le cheminement suivant en 4 brèves remarques et quelques questions. Première remarque, d'abord, nous vivons dans une période sans ressemblance, une transition profonde de la planète dont nous n'avons pas fait assez l'analyse stratégique à mon sens. Ensuite, dans la nouvelle géographie de la planète qui se dessine, le global et le régional se conjuguent mieux qu'on le dit sans doute. Et c'est dans ce cadre conceptuel renouvelé que se trouvent placées l'Europe occidentale et l'Afrique du Nord, qui doivent gérer, si possible ensemble, les incertitudes des temps à venir et faire des choix difficiles en tirant parti de leurs atouts communs, car ces 2 régions voisines sont, chacune à sa façon, des régions passerelles qui disposent d'atouts réels et sont sollicitées pour leur exemplarité et leur médiation. Et ça sera ma 3e remarque. Tel est le défi commun qui doit les pousser à une solidarité nouvelle dans laquelle elles ont tout à gagner. Ce sera ma dernière remarque. Et pour conclure, je dirais que le temps presse car des accidents de parcours sont possibles, voire imminents. Je vais aborder à grands traits ces différents points pour planter le décor à ma façon. Merci d'être attentif donc à cette articulation. Première remarque donc, la transition attendue à la moitié de ce siècle dessine une planète véritablement nouvelle. Nous vivons des temps nouveaux qui ont en fait commencé il y a plus de 50 ans, mais qui sont restés masqués par d'autres phénomènes, ceux de la guerre froide et ceux plus récents de la mondialisation, entre autres. Je voudrais évoquer 3 de ces phénomènes, 3 principaux qui influent considérablement sur le devenir de la zone qui nous occupe. La révolution démographique, la tension écologique et la redistribution économique. Premier point, tout d'abord, la révolution démographique. Elle a touché véritablement tous les continents. A-t-on vraiment conscience qu'au cours des 50 dernières années, la population de la planète a triplé? Depuis que nous sommes nés, la population de la planète a triplé. Que ce triplement a créé des disparités très nombreuses en matière de structure de nos populations. Jeunes, vieux, migrants, sédentaires, riches, pauvres, etc. En 2030, dans une planète de plus de 8 milliards d'habitants, l'Afrique comptera pour 1,4 milliard. L'Europe pour 700 millions, l'Amérique du Nord pour 400 millions d'habitants. L'Europe latine pèsera 180 millions d'habitants et le Maghreb central 120 millions d'habitants. Nous serons une goutte d'eau dans cet océan humain. Deuxième point, la tension écologique. Cette considérable population que la Terre n'a jamais portée et qui va culminer à 9,5 milliards d'habitants avant la fin de ce siècle a des besoins d'une ampleur jamais vue. Des besoins en matières premières, en ressources vitales, qu'elle doit satisfaire par prélèvement sur la nature ou par le fruit de son travail. Ceci se fait sans doute désormais au risque des grands équilibres structurels de la planète. Et la question de l'accès à l'énergie pose la question climatique qui aujourd'hui fait la une de nos réflexions et crée une nouvelle suspicion sur les bienfaits du développement, voire sur le progrès lui-même. Sont-ils durables? Sont-ils soutenables? Va-t-on vers une situation ou une société du monde viable, vivable, équitable? Et ceci, nous pouvons le voir dans notre région euroméditerranéenne avec la question de la désertification qui est déjà posée avec acuité. Mon 3e point dans cette première remarque sera pour dire que ces nouvelles masses humaines, à la répartition très différente, dessinent une nouvelle géographie économique. Plus de la moitié de la population de la planète en 2030 sera en Asie.
Tout ceci crée de nouveaux marchés, de nouveaux centres de pouvoir économique et monétaire, un nouveau cœur du monde. L'Europe a eu le monopole de l'histoire au XIXe siècle, l'Amérique du Nord a eu le monopole de l'économie au XXe siècle, l'Asie aura le monopole du développement au XXIe siècle. De nouveaux circuits se dessinent déjà entre pouvoir, marché, production-distribution, avec des connexions inattendues, pas assez travaillées, notamment les connexions sud-sud. Bref, nous allons vivre dans un monde sensiblement différent de l'actuel, avec de nouveaux besoins, de nouvelles contraintes, de nouvelles structures, de nouveaux défis. Et dans ce monde massifié, notre région sera un petit quartier qui devra tirer son épingle du jeu avec ses arguments compétitifs. Tout le monde sait bien cela, mais s'y prépare-t-on vraiment? Ma deuxième remarque est pour postuler que dans cette massification, cette globalisation, le niveau régional ne sera pas disqualifié. On oppose trop souvent le global et le régional. C'est un reproche que l'on fait d'ailleurs souvent à l'Union européenne, qui arrive trop tard, qui n'a plus sa place à l'heure de la globalisation. Je ne le crois pas. Certes, et c'est mon premier point, il y a une vraie unification des modes de vie, des aspirations, des modèles. On appelle ça parfois la civilisation McDonald's. C'est vrai qu'il y a le même rêve consumériste à l'échelle de la planète, une civilisation de la musique et du look, cette civilisation souvent identifiée à la société nord-américaine. Mais ce rêve se développe dans des régions au développement très diversifiées, et la diversification se fait bien sûr entre des contraintes, des niveaux de développement industriel et commercial, entre des citadins et des ruraux, entre des continentaux et des gens de bord de mer. Alors, unification des espoirs, mais diversification des satisfactions et surtout des frustrations. Le grand rêve d'universel que portaient les idéologies en isme que nous avons connues, le communisme, le libéralisme, une certaine forme de démocratisme même, se heurte aux réalités cosmopolites, aux asymétries en matière de distribution de richesses, de matières premières, de savoir, aux variétés d'approches culturelles, aux expériences diverses historiques et géographiques. Les réponses des peuples sont d'une grande variété. Je crois fermement, non pas à un monde véritablement multipolaire, mais un monde dans lequel des grappes homogènes gèrent tant bien que mal leur avenir et leur développement. Vous connaissez ces grappes, on les trouve pour la première fois dans la théorie de Saul Cohen, Global Geopolitical Change in the Post-Cold War Era, un papier qui date des années 90, qui décrit assez bien cette nouvelle façon de regarder le monde avec ces 9 ou 10 grandes zones qui sont spécialisées. Et la théorie qu'il a développée, qui faisait d'ailleurs date à l'époque et qu'il faudrait remettre à jour, range l'Europe occidentale et le Maghreb dans la même grappe, appelée l'Europe maritime. Alors ici, à ce qui rate aujourd'hui, je crois que tout cela fait sens et que nous pouvons noter d'ailleurs que cette zone d'Europe maritime est bien distincte de l'Afrique subsaharienne, du Moyen-Orient ou encore de l'Europe continentale. En conclusion de cette deuxième remarque, je ne crois pas à l'unification du monde autour d'un modèle occidental, celui qu'ont établi les vainqueurs de 1945 et qui a géré tant bien que mal la planète pendant la guerre froide. Nous allons vers des zones de développement plus différenciées, chacune au rythme qui lui convient et à l'aide du modèle qu'il se choisit, dans le cadre général certes, mais réévalué, hérité de la Charte de San Francisco de 1945. J'observe donc qu'à l'évidence, le global ne s'oppose pas au régional et que l'Afrique du Nord est pour beaucoup raccordée, corrélée à l'Europe occidentale. Le fait régional est un trésor de la planète à la préservation de laquelle nous devons véritablement œuvrer, car c'est la diversité biologique de la planète qui est en jeu. Ma remarque suivante est pour venir à cette grappe que forment ensemble l'Europe occidentale et l'Afrique du Nord, où en regardant un peu plus près, ce qu'on pourra appeler l'Europe latine et le Maghreb central. Car je crois que c'est conscient de cette nouvelle réalité de la planète qui se réorganise, conscient de cette globalisation et cette homogénéité régionale qu'il faut aborder la réalité euro-maghrébine. Et là, je sais que je vais retrouver des exposés à venir sur notre culture commune euro-méditerranéenne, et donc je vais passer un peu plus vite. Premier point toutefois, la géographie de la Méditerranée qui a favorisé des rencontres et des échanges séculaires. Il faut rappeler l'Égypte, Athènes, Rome, Damas, Fès, Kairouan et Istanbul, qui ont animé chacun à leur tour et de façon plus ou moins ordonnée le bon voisinage entre la côte d'Afrique et le continent européen.
des traces précieuses demeurent, des modèles d'intégration ont fonctionné. Demain, que se passera-t-il? Demain, nous aurons une Méditerranée contrôlée au sud par 3 grands ensembles démographiques, 3 grandes tours de contrôle, pourrais-je dire, d'importance comparable. La Turquie, l'Égypte et le Maghreb central, avec chacun environ 100-110 millions d'habitants. Ces 3 ensembles ont peu de chances de former directement une entité politique et économique intégrée, mais chacun d'entre eux va peser sur la balance comme une donnée importante. Une donnée importante avec laquelle l'Union européenne va composer son développement régional. C'est d'ailleurs ce qu'a anticipé, et pardonnez-moi d'être français une minute, un candidat français à l'élection présidentielle qui parlait d'une idée d'union méditerranéenne très récemment. En fait, beaucoup de l'avenir va dépendre des négociations d'adhésion à l'Union européenne de la Turquie. 2 cas de figure se profilent. Une Turquie intégrée dans l'Union européenne, mais alors sans doute avec elle l'Ukraine, l'Égypte, le Maghreb, la rejoindront avec comme probable conséquence un noyau européen central et des noyaux sous-régionaux de développement. Ou alors une Turquie non intégrée, mais un nouveau modèle de partenariat avec l'Union européenne et pourquoi pas cette union méditerranéenne dont je parlais il y a un instant. Dans tous les cas, c'est une forte incitation pour les pays du Maghreb central à se regrouper et à ne pas aborder seuls ces négociations, que ce soit dans le cadre de la nouvelle politique de voisinage ou dans un autre cadre à venir. Mon 3e point sera pour évoquer le capital commun, non encore valorisé dans le cadre plus étroit de ce que l'on appelle parfois le 5+5, voire même le 3+3. Le capital commun a pour nom proximité géographique, proximité historique et culturelle, l'Andalous, proximité humaine avec la masse de nos binationaux, de nos passeurs de culture et de civilisation et de société. Mais ce capital commun, c'est aussi la complémentarité économique, si elle était assumée, l'exemplarité politique, si elle est recherchée, la valorisation de notre fonction de passerelle, si elle est développée. Je songe en effet à cette question de fonction passerelle entre Amérique du Nord et le centre continental de l'Europe, le Heartland, qu'exerce aujourd'hui l'Europe occidentale. Je songe aussi à la fonction de passerelle que joue la Méditerranée entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Je songe aussi, enfin, à la fonction de passerelle que joue ici votre pays, le Maroc, avec sa façade atlantique reliée à l'Hispanidad, je crois qu'on en parlera, avec sa façade méditerranéenne reliée à l'Europe latine et son couloir africain qui le conduit vers le golfe de Guinée. Les passerelles sont des zones de connexion, de transition et de contact où s'échangent des richesses, des savoirs, des projets et où se raccordent les cultures. L'espace 5+5 est de cela et la mondialisation n'efface ni l'histoire, ni la géographie, ni la géopolitique, mais elle permet de les valoriser. Ma dernière remarque, après cette trop longue démonstration, sera pour évoquer les intérêts communs euro-maghrébins. Je serai bref, car je suis sûr que tous ici concluent avec moi que le regard extérieur porté par un Européen sur le Maghreb et sur le Maroc ne peut être qu'un regard marqué par l'ambition et d'une certaine manière aussi par l'impatience. Premier point, le capital disponible pour fonder des intérêts communs est un capital important, qu'il soit civilisationnel et humain, j'en ai parlé, économique ou sécuritaire avec les tensions que nous connaissons. Il nous faut affronter ensemble ces paysages d'incertitude, d'insécurité et ces zones et ces moments de transition. Pour être en équilibre avec ce nouveau monde qui se dessine, il nous faut être en équilibre aussi avec nos voisins et avec les voisins de nos voisins. Au sein du continent européen, nous avons mis en place les conditions d'une sécurité durable qui a manqué pendant des siècles. Ces conditions sont bien connues, nous les avons un peu théorisées dans mon équipe au Collège de défense de l'OTAN. Ce sont la sécurité humaine, satisfaction des besoins vitaux, des besoins matériels et immatériels de tous les citoyens. Je crois qu'aujourd'hui, la Commission européenne s'en préoccupe beaucoup. Ce sont aussi la sécurité culturelle, les grands efforts de réconciliation qui ont été faits en Europe, de façon bilatérale, par exemple, dans le franco-allemand, mais aussi entre d'autres pays, je pense par exemple à la Hongrie et la Roumanie. Et enfin, ce sont des régulations nécessaires pour gérer les interdépendances. La Banque centrale européenne, le dispositif Schengen, les politiques de l'Union européenne, par exemple comme celle de la politique européenne de sécurité et de défense, y contribuent largement. Il faut, pour réussir, un minimum de structure et de procédure
pour gérer et administrer des intérêts communs et tirer parti des intérêts particuliers. Il faut un accompagnement structurel pour consolider notre voisinage, pour conjurer ensemble des défis d'avenir avec des stratégies collectives crédibles et soutenables et comprises par nos opinions publiques, pour faire en sorte que ces complicités évoquées par mon prédécesseur puissent se développer. Des intérêts communs créés par l'évidence d'une communauté de destin dans un monde globalisé, pour quelques centaines de millions d'Euro-Maghrébins noyés dans cet océan humain de près de 9 milliards d'habitants et placés comme une passerelle entre 3 continents. Mesdames et messieurs, pour conclure cette grande fresque, que je vous remercie d'avoir écoutée, je crois qu'il faut passer d'une vision, notre vision générale, au filtre de l'histoire actuelle, qui reste une histoire tragique, une histoire qui est marquée par la question terroriste, par la question du devenir palestinien, par la question posée par l'Iran, par la pression migratoire. Tous ces problèmes et ces phénomènes actuels peuvent déclencher du jour au lendemain, nous le savons, des crises graves, avec des moments de peur et des mouvements de foule dans nos régions. Alors, vu de mon périscope, puisque j'ai fait mon travail dans les sous-marins pendant un certain temps, je crois qu'il y a urgence à renforcer notre dialogue stratégique, y compris en matière culturelle et religieuse. Il faut favoriser l'apparition d'éléments nouveaux, comme par exemple une nouvelle formule de laïcité plus tolérante, une formule qui permette d'engager des dialogues avec un islam politique responsable. Tout ceci est nécessaire pour éviter une contamination de notre espace euro-maghrébin par toutes les formes de pression et de fondamentalisme qui ne nous permettront pas de tirer parti de tous les atouts de cette région. Ces échanges mutuellement favorables seront la base des solidarités décisives dont nous avons besoin, et je crois qu'il y a urgence, car des accidents peuvent arriver du jour au lendemain. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir permis de dresser cette fresque trop large qui, j'en suis sûr, va être complétée par les orateurs qui vont succéder à la tribune. Voilà, je vous remercie.